Salut à tous et bienvenue sur Sciences Po Hertz. Il est député maire de Hyères dans l'Essonne et président fondateur du parti Debout la France depuis 2008 et c'est notre invité exceptionnel. En meeting à Cadolive, c'est Nicolas Dupont-Aignan que Romain et moi avons rencontré pour parler de sa conception de l'éthique en politique et de sa relation avec les médias. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Sciences Po Hertz pour cette interview. Nous sommes à Cadolive aujourd'hui, où vous avez un meeting juste après cette interview. Donc nous sommes là pour vous poser quelques questions. Voilà, je vous présente Romain Bernard et je m'appelle William Gay. Et nous sommes là, donc, comme je vous l'ai dit, pour vous poser des questions. Donc, et je suis là pour apporter des réponses, si je veux. Nous l'espérons, en tout cas. Nous sommes là pour ça. À toi, merci. Donc pour commencer, je voulais savoir quel est votre rapport vis-à-vis de la politique, de la fonction politique, comment est-ce que vous vivez en tant qu'homme et comment est-ce que vous gérez ça? Comme la dernière aventure romantique. C'est-à-dire que la politique aujourd'hui en France est devenue du carriérisme, une espèce de plan de carrière lâche et médiocre. Et que j'ai découvert ce monde. Quand j'ai été élu, j'avais un grand espoir dans la politique. Je pense l'avoir traduit en actes dans ma commune, où je suis très heureux, parce que je fais des choses. Après, on aime pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a des réalisations. J'ai découvert un monde au niveau national qui était dans le paraître, plus que dans l'être et dans l'action. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. C'est pourquoi j'ai écrit un livre, France Lève-toi et marche, et j'explique dedans qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans. Le poids de l'apparence et l'absence de gouvernement sérieux, parce que les vrais pouvoirs sont ailleurs, économiques, financiers, Bruxelles, Washington, etc. Donc tout mon combat aujourd'hui, très libre, c'est de réhabiliter la volonté politique. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein. Il y en a d'autres qui le veulent. Mais en tout cas, mon combat comme gaulliste, c'est de réhabiliter la volonté politique, parce que c'est l'essence de la démocratie. Très bien. Je sais que vous avez fait Sciences Po Paris. Je voulais savoir si vous avez quelques restes et si vous aviez étudié des personnes comme Marc Aurèle, par exemple, ou entendu parler. L'empereur. Oui, l'empereur, le chef de file du stoïcisme. Il y a des gens comme Spinoza qui parlent de l'éthique en politique. Et je voulais savoir si c'était des questions qui, déjà d'un point de vue personnel, et après que vous arrivez à retranscrire dans votre action politique. Ça devrait être inné. D'abord parce que si on s'engage en politique, c'est pour servir les autres. Parce que franchement, faire ce métier ou avoir ces fonctions qui sont harassantes, difficiles, où vous gagnez modestement votre vie, même si nous sommes favorisés par rapport à une grande majorité de Français, on ne fait pas de la politique pour s'enrichir en France. Si vous ne le faites pas avec ce sens de l'éthique, autant faire un autre métier. Malheureusement, il y en a beaucoup, pas la majorité, contrairement à ce qu'on veut faire croire, parce que je ne crois pas aux tous pourris, qui est scandaleux. Mais il y en a certains qui ont abandonné cette éthique, qui d'ailleurs ne savent même pas qui est Spinoza, et qui déconsidèrent le métier, si je puis dire. Comme d'ailleurs il y a des mauvais partout, il y a de la bonne finance, de la mauvaise finance, il y a des bons journalistes, il y a des mauvais journalistes. Bon, voilà. Sauf qu'en politique, ça peut avoir des dégâts considérables. Comment est-ce que vous la définiriez, cette éthique en politique? Respecter l'autre et se respecter soi-même. Donc moi je vais rebondir juste sur ce que vous venez de dire, vous venez de parler des journalistes justement, et je fais partie du master journalisme de Sciences Po. Voilà, et récemment il y a eu une polémique où vous avez parlé des journalistes de Libération et des journalistes du Monde en disant que vous les emmerdiez, je cite. Donc quelle est votre relation réellement avec les médias, puisqu'on vous voit beaucoup et sur deux facettes généralement? Écoutez, je suis très partagé parce qu'il n'y a pas les journalistes, il n'y a pas les médias. J'ai plutôt de bons rapports avec les journalistes parce que j'aime ce métier. Je pense qu'il n'y a pas de démocratie sans journalisme libre, que la plupart des journalistes dans l'ensemble sont très sérieux et aimeraient peut-être agir autrement, mais il y a la contrainte de l'audimat, il y a un problème de l'économie de la presse qui est dramatique. Donc je ne vois pas les journalistes comme des ennemis. En revanche, j'estime qu'il y a un petit milieu journalistique parisien éditorialiste qui est complètement coupé de la réalité et qui vit hors sol, comme d'ailleurs le milieu politique qu'ils accompagnent ou le milieu financier qu'ils servent. Et ça me révolte. Voilà.
Alors comme en plus ils ne m'épargnent pas, je réponds. Pourquoi j'en ai voulu aux journalistes du Monde et de Libération? C'est que ces deux journaux, depuis 5 ans où je représente, allez, disons 1 million de Français, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même 1 million de Français, ne se sont jamais intéressés à mon projet, ne se sont jamais intéressés à la moindre de mes propositions concrètes, et par idéologie et sectarisme, quand je dis quelque chose, ils ne vérifient pas et ils font exprès de m'accabler. Et j'ai eu un tweet malheureux parce qu'il y a une parenthèse qui a sauté tout connement, où je citais le Qatar et l'Arabie Saoudite, et immédiatement ils se sont emparés pour me faire passer pour un demeuré qui ne savait pas que la Turquie avait accueilli des migrants. Et ils avaient tout, puisqu'ils avaient Sud Radio et la bande qui enregistrait mon émission, et on voit bien ce que je voulais dire. Donc j'ai réagi vivement parce que je n'accepte pas cette malhonnêteté intellectuelle et sectaire. Après, ils ont le droit de dire que ce que je propose n'est pas bien, ils ont le droit d'être une presse d'opinion même. Encore une fois, on a besoin de la liberté journalistique, mais en revanche, quand le journaliste franchit une borne que je trouve insupportable, ça me fait du bien de dire ce que j'ai dit. Oui, bien sûr. Et votre position juste sur la nouvelle émission, par exemple, que fait Yann Barthès, ancien petit journal, qui ne vous épargne rarement? Oh ben, c'est pas qu'elle ne m'épargne pas, c'est que je suis sa tête de turc, ce qui me sert beaucoup d'ailleurs. Jacques Chirac a été élu président de la République après que les guignols l'aient moqué pendant des années, donc j'ai de l'avenir. Je vais vous dire ce que j'ai dit à Barthès, par écrit d'ailleurs. Il peut se moquer, mais en revanche, je lui demande de m'inviter de temps en temps pour que les Français voient le vrai et pas simplement l'image qu'on veut donner de lui. Et ce qui me choque chez Barthès, c'est qu'il ne m'invite jamais, qu'il invite les siens, Valls, machin et tout. Donc, oui, il peut m'inviter sur son plateau et il peut se moquer de moi dans ses émissions. En revanche, ne faire que se moquer de moi et ne pas montrer aux Français le vrai visage que j'ai, je trouve ça un peu limite. Pour autant, je ne peux rien faire, donc quand il pleut, je prends un parapluie. Quand il y a Barthès qui se moque de moi, je laisse faire parce que je trouve qu'il y a un recul des gens. Et ils voient bien que tout ça est un peu excessif. Et puis, derrière la moquerie, on voit le personnage quand même. Donc je pense que les Français voient. D'ailleurs, ma plus grande cote de popularité, mes plus forts votes, intention de vote aujourd'hui, c'est les 18-24 ans. Alors, soit parce qu'ils regardent Internet et qu'ils regardent peu la télé, soit parce qu'ils me connaissent davantage avec Barthès et qu'ils ont eu l'occasion peut-être après la moquerie de s'intéresser à la réalité du personnage et pourquoi il fait ça. D'accord. Du coup, je voulais savoir, vous parliez tout à l'heure de contraintes au niveau des journalistes. Quelles contraintes vous avez dans votre action politique, et peut-être qui viennent des fois limiter votre engagement ou cette éthique dont on parlait juste avant? Alors j'ai la chance, en ayant rompu avec l'UMP, d'être très libre et de ne pas avoir la contrainte de la langue de bois, qui est une grande chance par rapport à certains de mes collègues. C'est-à-dire que quasiment à 99%, je dis ce que je pense quand je le pense. Alors parfois je me modère, parce que je ne peux pas tout dire comme ça serait mal interprété, mais je suis très libre, et ça c'est un grand privilège, immense privilège. Mais j'ai les défauts de la qualité, c'est que j'ai 10 fois moins de moyens que les autres, c'est qu'on doit souvent se battre main nue, c'est qu'on n'a pas d'argent, c'est que voilà, on a un parti moins prestigieux, c'est que les émissions sont plus rares, et que c'est plus dur. Mais vous connaissez la fable du chien et du loup, je n'ai pas de collier ni de laisse, voilà, donc ma vie est un peu plus tendue, mais c'est sympa. Très bien. Et dernière question, on parle depuis quelques années de crise des partis ou bien, autrement dit, l'UMPS qui aurait plus de ligne idéologique, où on pourrait distinguer les deux. Est-ce que vous pensez qu'il y a une crise des partis, que l'avenir politique reste dans un engagement partisan? Parce que vous-même, vous avez créé Debout la France, donc je voulais savoir si... Je vois très bien, mais d'abord des partis, on est obligé d'avoir des partis pour structurer une offre politique, c'est dans la Constitution, je crois que c'est l'article 3 de mémoire. Oui, mais vous savez que... Mais le problème, c'est pas ça, c'est le problème du renouvellement des partis. C'est le problème de l'adéquation des partis avec le monde tel qu'il est, et les souffrances des Français telles qu'elles sont, leurs attentes aussi. Et c'est le problème du caractère artificiel du jeu politique français, puisque, comme le disait Philippe Séguin, les deux détaillants s'approvisionnent chez le même grossiste, et que ce grossiste, il est à Bruxelles. C'est Madame Merkel qui décide, Washington un peu, et bon, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme politique ne sert plus à grand-chose, puisque les décisions sont prises ailleurs. Et ça, c'est la mort de la démocratie. Et la vraie question que doivent se poser les étudiants en Sciences Po, c'est de se dire si la période démocratique a été temporaire. Qu'elle est née en 1789, un peu avant l'Angleterre, et qu'elle mourrait au début du XXIe siècle. Parce qu'on nous emmène vers une sorte de totalitarisme soft. Et
Je crois que si on est attaché à la démocratie, et la France est un pays particulier qui a une histoire, on doit quand même s'interroger sur ça. Et je partage ça avec un Mélenchon, par exemple, parce qu'on discute les uns les autres, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une sorte du MPS qui veut absolument nier la volonté politique et être en pilotage automatique. Et ça, je le refuserai de toutes mes forces jusqu'à la fin de ma vie. La démocratie, c'est le choix. Après, si les Français veulent subir ces gens-là, c'est leur choix. Mais qu'au moins, ils aient le choix. Et qu'on ne les enferme pas dans un système terrible comme aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à nos merci de vos questions. On peut espérer vous avoir en conférence bientôt à Sciences Po Ex. Volontiers, quand vous voulez. Alors, on se retrouve avec votre équipe. Merci beaucoup. Allez.